tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera pour un point lecture. Ça y est, miracle, j'ai retrouvé un rythme de lecture assez régulier on va dire, et j'ai eu de très très bonnes lectures. Alors peut-être que c'est lié, le fait que j'ai enchaîné les bonnes lectures ont fait que mon rythme de lecture s'est accentué, mais c'est vrai que j'arrive petit à petit à prendre mes marques et à réussir à me trouver du temps pour lire. Et je vais commencer par vous parler de la suite de l'île de Ganzette. Je ne sais absolument plus si je vous ai parlé du tome 4 dans le précédent point lecture. Donc j'ai lu le tome 4 et le tome 5 toujours avec Aurore, on les lit en lecture commune et on a enchaîné les deux en une semaine. Je crois qu'on a fait les 2 week-ends à la suite. C'est pour ça que je ne sais plus si je vous ai parlé du tome 4, mais puisque c'est des suites de saga, je vais pas trop en parler, donc peu importe si je vous en ai parlé ou pas. Ici, on est à chaque fois, dans chaque tome, avec des nouveaux couples sur une île où tout le monde se connaît. On tourne principalement autour de la famille McCarthy qui a plusieurs garçons. Ils ont 4 garçons, je crois, et une fille. Et à chaque couple, en général, il y a forcément un enfant McCarthy dans le lot. Et puis, petit à petit, on étoffe puisqu'on est avec aussi les cousins. Et d'autres personnages qui sont présents sur l'île et qui sont nés sur l'île en général et qui vivent sur l'île, et des petits nouveaux qui arrivent au fur et à mesure pour se mettre en couple avec ces gens de l'île. Et j'aime toujours autant. Il y a forcément des tomes plus ou moins intéressants parce que à force avec les tomes on connaît les personnages et on a certaines accroches avec certains personnages et pas d'autres. Mais voilà, l'auteur en début de tome nous dit qu'à chaque fois c'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment. On peut prendre l'histoire en cours de route, sauf que dans chaque tome, alors même si effectivement il résume, quand on tombe sur un personnage, elle nous résume en quelques lignes ce qui s'est passé et les grands événements de leur vie pour que voilà, nous soyons pas perdus dans l'histoire. Mais pour être autant attachés qu'Aurore et moi, je pense qu'il faut les lire dans l'ordre, puisqu'à chaque fois, quand on retrouve ces personnages qu'on n'a pas vus depuis un tome ou deux, on est super content et on a l'impression de vivre nous aussi sur cette île. Donc j'avais le tome 6 et le tome 7 sur NetGalley depuis pas mal d'années. Ça pareil, je vous ferai un point là-dessus dans le book haul sur les reliques de mes services presse NetGalley que j'ai complètement laissé à l'abandon. Donc ça c'est un autre sujet. Et du coup j'avais dit à Aurore, en fait je les ai en numérique, donc comme c'est un budget, parce que autant ils sont à 9,99€ par livre, donc de grand format, c'est pas cher pour ce que c'est puisque c'est de l'auto-édité, mais quand vous lisez un tome par week-end, forcément à la fin du mois, sans compter tous les autres achats, ça va vous faire un budget. Donc je m'étais dit, le 6 et le 7 je l'achèterai pas tout de suite en papier, et puis au fur et à mesure quand j'achèterai les suivants, j'achèterai aussi les 6 et 7. Et j'ai craqué puisque cette semaine je me suis commandé le tome 6 et 7 qui prend un peu de retard, j'ai l'impression. Ça fait depuis quasiment une semaine que j'ai commandé, j'ai pas de nouvelles. Donc voilà, mais j'aime tellement cette série que j'ai hâte de replonger, et je vais m'empresser après avoir reçu le tome 6 et 7 d'envoyer un message à Aurore pour savoir quand est-ce qu'on continue, parce que je sais qu'elle est dans le même état que moi et qu'elle attend qu'une chose, c'est que on continue et qu'on reparte sur l'île. Donc pour cette saga, nous en sommes au tome 5, donc, que nous avons lu en un week-end. On était censé lire sur 3-4 jours, je crois. On l'a bouffé. C'était à celle qui allait dire à l'autre, dépêche-toi, je continue. Donc c'est vraiment top, et ça permet d'aérer complètement l'esprit. Et dans le même genre, j'ai reçu de la part des éditions 12-21, donc les éditions Fleuve mais en version numérique, le nouveau Karen Pont qui sort jeudi 15 avril, je ne sais pas si... je crois que ça tombe le jour où vous reverrez cette vidéo. Il s'agit de La lumière était si parfaite. On est dans un roman feel-good contemporain, typique des romans de Karen Pont. Donc si vous connaissez le genre de Karen Pont et que vous aimez son style, vous allez adorer son nouveau. Si c'est pas trop votre genre, effectivement, c'est un peu compliqué, d'autant que dans les livres de Karen Pont, il y a quand même énormément de clichés, que ce soit au niveau des feel-good, de la romance, des personnages. Mais en même temps, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour. Et c'est vrai que quand j'ai envie d'un roman de ce genre, et en ce moment, on va pas se mentir, vous devez le voir d'ailleurs sur ma chaîne, que mes lectures petit à petit sont de moins en moins noires et de plus en plus joyeux, ou
triste, mais avec une note quand même d'humour ou de positivité. Et c'est ce que j'ai besoin en ce moment, donc bah tant pis, hein, nos goûts changent, et là en ce moment c'est ce que j'ai envie. Même si à force d'en lire là, j'ai bien envie de me remettre dans des lectures un peu beaucoup noires et glauques. Mais pour revenir à ma lecture de La lumière était si parfaite, on se retrouve avec une mère de famille, Meg, qui est une maman d'une adolescente et d'un petit garçon qui est mère au foyer et qui n'en peut plus. Elle a de plus en plus de mal à se lever le matin. Elle est débordée par les tâches ménagères. Elle ne se sent absolument pas soutenue par son mari qui, lui, a un travail à haute responsabilité avec des marchés à plusieurs millions d'euros. Et du coup, bah forcément, elle a l'impression d'être en dessous de lui, que son métier de mère au foyer en fait est un sous-métier, et du coup elle a du mal à supporter ça. La seule distraction qu'elle a, c'est sa voisine Romy, qui elle est une éternelle célibataire avec son petit chien, je sais plus, c'est un chihuahua, un Yorkshire, bon, vous voyez un peu le genre, vraiment la cliché de on va dire de la Paris Hilton, mais de banlieue parisienne. Et c'est elle qui va mettre un peu de piment dans la vie de Meg, et elle va se rendre compte que bah, Meg n'est pas qu'une mère de famille, elle est aussi une femme. Et ce qui fait qu'elle est encore plus mal dans sa vie, c'est qu'il y a 6 mois, elle a perdu sa maman assez brutalement. Et sa mère, c'était beaucoup plus que sa mère, c'était aussi sa meilleure amie, sa confidente. Et c'est vrai que, bah, comme tout le monde, je pense, la perte de la mère est quelque chose de très important et qui impacte dans nos vies, et qui l'a remis énormément en question. Et c'est vrai que elle se sentait déjà mal avant dans sa vie, mais là, le fait que sa mère meure, ça l'a achevée. Et lorsqu'elle va vider la maison de celle-ci, elle va retrouver une pellicule qui n'a pas été développée, un appareil photo, et en développant ces photos, elle va tomber sur un énorme secret que sa mère lui cachait. Elle qui pensait que sa mère ne lui cachait absolument rien, elle va se rendre compte que sa mère aussi avait des secrets. Et ça va l'emmener dans un périple fou à travers l'Europe, et ça va lui faire énormément de bien. C'est un peu dans le même genre de road trip que le livre de Virginie Grimaldi, où elle partait avec ses enfants dans un camping-car, et le voyage lui permettait aussi de se remettre en question sur sa vie, sur sa relation avec sa fille. C'est exactement ce qu'on trouve là, puisque elle va partir avec sa voisine Romy, mais aussi avec sa fille adolescente avec qui elle a énormément de soucis de communication. Et ça va lui permettre de renouer des liens avec sa fille. Donc ça, j'ai bien aimé. Même si au départ, rien ne me disait que j'allais accrocher au personnage de Meg parce qu'on n'a aucun point commun, bah Karen Pond fait qu'on s'attache beaucoup à ses personnages. Elle les décrit très bien, elle les rend très réels. Et c'est ça aussi que j'aime dans les romans de Karen Pond. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'avais vraiment envie de ce genre de roman. Donc dès que je l'ai reçu, je l'ai lu. Je l'ai lu en 24 heures. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc si vous aimez les romans de Karen Pond, foncez, vous allez adorer. Et si vous voulez découvrir La plume de Karen Pond, je pense que ça peut être aussi un bon roman. C'est un de ceux d'ailleurs que j'ai préféré. Donc je vous recommande La lumière était si parfaite de Karen Pond chez Fleuve. Ensuite, je suis partie dans du roman beaucoup plus noir, mais qui me faisait énormément envie. Il s'agit de Tu ne seras plus mon frère de Christian Blanchard, qui a été publié en début d'année chez Belfond. Ici, on se retrouve en Syrie au début des années 2010, au moment où la Syrie a basculé entre Bachar al-Assad qui a voulu combattre avec l'armée syrienne libre qui s'est opposée au régime de Bachar al-Assad, et Daesh qui est arrivé et qui a profité de la cassure et de la fragilité de la Syrie pour s'immiscer dans ce pays. Et Christian Blanchard va nous parler de cette guerre, et notamment des enfants du califat, les enfants qui sont beaucoup d'origine occidentale et qui viennent avec leurs parents qui se sont ralliés à la cause de Daesh, et qui vont être élevés dans cette propagande, et qui vont, dès leur plus jeune âge, apprendre à tuer, qui vont être embrigadés, qui vont subir des lavages de cerveau, qui vont faire que ces enfants-là, une fois que leurs parents meurent, ou une fois que ils sont lâchés par l'organisation de Daesh, ces enfants-là, une fois qu'ils sont repris par le gouvernement français, vont être rapatriés, et va se poser la question de est-ce qu'un enfant qui est né, qui a été élevé, qui a eu un lavage de cerveau par Daesh, est dangereux ou pas pour la société occidentale.
Est-ce qu'il est récupérable? Et il y a plein de questions comme ça qui se posent et c'est le sujet principal puisque on va le voir, c'est le point de départ du roman, le point de départ d'un documentaire, d'un reportage qu'a visionné Christian Blanchard et qui a fait naître Tu ne seras plus mon frère. Et pour illustrer ce roman, il va utiliser une famille franco-syrienne. Donc la maman est syrienne, le papa est français, mais vit depuis très 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 longtemps en Syrie, puisque ses propres parents avaient une entreprise là-bas qui a fleuri de pastèques, de melons, enfin de fruits. Et lui a continué malgré la situation qui se dégradait. Ils ont décidé de rester en Syrie car pour eux c'est leur pays et ils voulaient rester jusqu'au bout. Et donc les enfants vont vivre, les deux garçons, Kaswara et j'ai oublié le deuxième, le frère, vont grandir dans cette famille où on vit entre chrétienté et islam. Et on va voir du coup que c'était une famille ouverte à tout, qu'en Syrie, il y a énormément d'origines, il y a énormément de religions, et du coup, ça permet aussi de connaître ce pays qu'on connaît malheureusement que de ce versant de guerre, et c'est vrai que c'est un pays que pour ma part, je ne connaissais absolument pas avant, et pour lequel j'en avais jamais entendu parler, et du coup, ça m'a permis de voir aussi comment était la Syrie avant tout ça. Et c'était très intéressant et ça permet aussi de poser des bases et de nous faire réfléchir, nous, en tant que position occidentale, puisque dans le roman aussi, on va voir donc comment tout ce bouleversement est arrivé, comment l'armée syrienne libre est née, comment elle s'est plus ou moins éteinte, comment Daesh a profité de cette fragilité pour arriver. Et c'est tout ça aussi qui est hyper intéressante. Et on a aussi le point de vue des Syriens par rapport à l'intervention russe, par rapport à l'intervention américaine, ou plutôt les non-interventions aussi occidentales, mais comment aussi la Russie a profité de la fragilité de certaines armées au niveau de la Syrie. Et dans cette famille, les deux frères vont choisir chacun leur camp, puisque un des frères va aller combattre aux côtés de l'armée de Bachar el-Assad, donc l'armée du pays, et Kaswara va décider, lui, de défendre la Syrie libre et donc de se rallier à l'armée syrienne libre. Et donc les deux frères vont être ennemis. Et d'autant plus que les deux frères ont le même poste de sniper. Ils sont très forts pour ce domaine-là. Et on va voir que en plus de se battre pour leur pays, chacun pour leur cause, mais au final pour eux c'est se battre pour leur pays, ils vont aussi se déchirer au niveau de la famille, qui vont eux aimer leurs deux fils, mais eux vont se détester du début à la fin, et ça va être vraiment le combat de celui qui va gagner plus que l'entité en elle-même. C'est vraiment au niveau personne. Et tout au long on va voir la guerre entre Kaswara et son frère, et c'est déchirant, franchement c'est horrible. On se met à la place de ses parents pour qui ils ont deux fils qu'ils aiment autant et qu'ils vont chacun devoir protéger de l'autre, parce que quand ils vont envoyer des lettres, ils vont essayer de savoir où l'autre est pour pouvoir essayer de le tuer, parce que leur but c'est de se tuer et de gagner la guerre, mais de version propre, c'est-à-dire qu'à un certain moment ils vont se retrouver quand l'un des deux va être blessé, ou quand ils vont devoir se retrouver dans leur famille pour une certaine raison qui arrive au milieu du roman, donc j'ai pas envie d'en parler, mais qui va les obliger à se retrouver. Et ils auraient pu chacun profiter de la faiblesse de l'autre pour le tuer, et non, il veut vraiment ce côté loyal et se battre dans les conditions réelles pour vraiment prouver qui est le plus fort. Et ça, c'est vraiment dur à lire quand on essaie de se mettre à la place de cette famille. On va plutôt suivre le point de vue de Kaswara, qui va au fur et à mesure des années évoluer avec cette guerre, et c'était très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est un sujet qui m'intéresse, puisque on parle beaucoup des romans de la Seconde Guerre mondiale. Alors tant mieux, hein, il faut absolument en parler et ne jamais oublier cette partie d'histoire, mais quand on regarde aussi l'évolution de notamment Daesh, c'est un peu la nouvelle guerre et propagande, et j'ai pas l'impression que on ait le même regard
sur ça. Et là, on rentre un peu dans la politique, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dedans. Mais pour moi, il y a énormément de points communs entre le régime qui avait voulu imposer Hitler avec les nazis et Daesh au niveau de la propagande des enfants, de l'utilisation des enfants, de l'utilisation alors maintenant des réseaux sociaux et de la propagande qui à l'époque c'était plus au niveau papier parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est des erreurs qui se reproduisent et que ben, on laisse un peu couler et on a peur sans avoir peur. Et pour moi, il y en a beaucoup qui préfèrent devenir aveugle et ne pas voir. Et c'est justement ça qui est hyper dangereux. Ce livre m'a énormément fait réfléchir. Je l'ai bouffé. Franchement, si j'étais pas fatiguée, je l'aurais lu d'une traite. Mais arrivé à une certaine heure, mon cerveau m'a dit stop, là, faut que t'ailles dormir. Donc je l'ai continué le lendemain, mais j'ai pas pu le lâcher. Je me suis tellement attachée au personnage de Kaswara, même si il a fait des erreurs. Il y a des choses, des actes qu'il a fait qui sont impardonnables, on est d'accord. Mais Christian Blanchard a voulu aussi montrer un peu comme Yasmina Khadra sait le faire, que derrière ça, bah, ça reste des hommes à la base avec leur histoire familiale, avec leurs souffrances, leurs blessures, et que bah, des fois ils n'ont pas aussi le choix, on leur laisse pas forcément le choix, et que ça reste aussi des gamins. Je sais plus exactement quand ils vont commencer tout ça, mais c'est vraiment des enfants, ils sortent à peine de l'adolescence et ils rentrent à peine dans l'âge adulte. Et est-ce que vraiment ils sont conscients de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ce qui va arriver, des conséquences de leur acte, etc. Enfin, il y a énormément de questions. Ce livre, je pourrais en parler des heures. J'ai beaucoup aimé. Ça fait plus d'une semaine que je l'ai fini. J'ai encore énormément de questions. Je pense souvent à lui. Ça m'a donné envie de lire d'autres livres sur cette thématique parce que pour moi, c'est un sujet qui devrait être plus vu et plus entendu et je pense que c'est des livres qui sont aussi intéressants que les livres de la Seconde Guerre mondiale parce que là, c'est encore contemporain et malheureusement, c'est pas fini et on sait absolument pas comment ça va finir, comment ça va évoluer, comment l'Occident va ou pas intervenir. Et, et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. N'hésitez pas à venir me voir en privé parce que ça reste quand même beaucoup politique et ça va pas intéresser la majorité d'entre vous, je pense. Et ça risque aussi de faire polémique. Mais pour revenir au roman, c'est vraiment un roman qu'il faut absolument lire et pour apprendre davantage sur ça, parce qu'on sent que l'auteur a travaillé, a fait des recherches avant d'écrire. On sent qu'il sait de quoi il parle. Les personnages qu'il écrit sont vraiment bien décrits. On arrive très bien à les imaginer et à avoir malgré tout de l'empathie, peu importe d'ailleurs qui est le personnage, on arrive plus ou moins à avoir de l'empathie pour eux. Et ce côté famille aussi, j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est la force de ce roman, donc vraiment top. Franchement, je suis très contente parce que si vous me suivez depuis assez longtemps, je crois que c'est en 2018, j'avais lu pour la première fois Christian Blanchard avec Iboga, que j'avais pas du tout aimé, j'avais pas du tout accroché, que ce soit au personnage, à la plume, etc. Et ensuite, j'avais lu un autre roman qui parle notamment du trafic du don d'organes et que j'avais beaucoup aimé. Et dans Tu ne seras plus mon frère, j'ai retrouvé exactement la même plume incisive et le même... on parle de sujets tabous, mais il faut en parler et on y va les deux pieds dans le plat. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Il me reste Ankar qui, lui, parle du Cambodge, je crois. Je ne suis absolument plus sûre, mais je sais que il va pas faire long feu parce que... bah, même avec on peut dire la faute de parcours d'Iboga qui a super bien marché, il y a eu des super bons retours, mais moi j'ai pas du tout aimé. Et même maintenant avec le recul où je me dis je pourrais le relire, non, parce que je sais que c'est le style qui m'a pas plu. Mais vraiment, Christian Blanchard, c'est vraiment un auteur que je vais suivre, et que je suis d'ailleurs, mais que je vais continuer de suivre parce que j'aime beaucoup son style d'écriture et surtout l'engagement qu'il prend dans chaque roman et le fait de vouloir parler de choses que personne ne veut parler et dont on se tait, et ça j'aime beaucoup. Donc vous l'aurez compris, je crois, je vous recommande absolument de lire Tu ne seras plus mon frère de Christian Blanchard qui a été publié chez Belfond. Et enfin, je vais finir ce point lecture par une très bonne lecture aussi. J'ai lu Félix et la source invisible d'Éric Emmanuel Schmitt au livre de poche que j'ai acheté ce mois-ci parce que vous allez voir, j'ai eu beaucoup
de livres commandés ce mois-ci. Je vous expliquerai pourquoi dans le book haul. Mais celui-ci, dès que je l'ai reçu, je l'ai lu tout de suite. Ça fait depuis sa sortie que j'avais très envie de lire. Il fait partie du cycle de l'invisible avec notamment Oscar et la Dame Rose, l'enfant de Noé, Madame Pilinska, le secret de Chopin, qui reste pour moi le livre d'Eric Emmanuel Schmitt qu'il faut lire sur la musique, sur son lien avec la musique et sur tout ce que la musique peut apporter dans une vie. Et dans le cycle de l'invisible, on est surtout sur le thème de la spiritualité. Donc on parle beaucoup de religion. Il y a Ibrahim et les fleurs du Coran qui parlent de l'islam. Il y a Madame Ping et ses 10 enfants, je crois, qui parlent de la religion au niveau de la Chine. Il y a une histoire de sumo avec le bouddhisme. Le sumo qui ne voulait pas grossir, je crois. Oscar et la Dame Rose avec le christianisme. Et ici, on est plutôt avec tout ce qui est histoire de marabout, de croyance au niveau africaine, puisque Félix est un petit garçon qui est né et a grandi à Paris. Sa maman est une africaine du Sénégal, enfin elle vient du Sénégal, et Félix n'a jamais entendu parler de son histoire. Donc pour eux, ils sont parisiens, il n'en sait pas plus, il sait que son père c'est le Saint-Esprit. La métaphore entre le fait que la mère l'a élevé tout seul, donc c'est l'enfant du Saint-Esprit, mais ce Saint-Esprit est un homme, un Martiniquais qui a vraiment existé, qui va intervenir aussi dans ce roman. Mais c'est vrai que au départ, on le voit tout seul avec sa maman, il explique que sa maman c'est tout pour lui, qu'il a vécu exclusivement avec elle, que son père est inexistant et il s'appelle le Saint-Esprit. Donc c'est un jeu de mots qui a été très très bien trouvé, je trouve. On va se pencher sur l'histoire de Félix et de sa maman, puisque sa maman tient un café qui marche super bien. Il va y avoir des problèmes dans ce café et puis elle va, pour X ou Y raison, perdre complètement goût à la vie. Ça va être un fantôme, elle va plus parler, elle va plus avoir la joie de vivre qu'elle avait, et Félix va beaucoup s'inquiéter pour elle et va tout faire pour redonner vie à sa maman. Et on va repartir sur les traces de Fatou, notamment au Sénégal, mais aussi on va parler de marabouts, puisque son oncle va faire intervenir des marabouts pour essayer de la sauver. Et c'est de ce sujet-là qu'on parle. C'est pas un des préférés du cycle de l'invisible. J'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, je l'ai lu d'une traite, et c'est pour ça aussi que je les achète d'occasion, parce que ça coûte beaucoup trop cher pour le peu de temps que je lis, mais en même temps la plume d'Eric Emmanuel Schmitt est tellement belle, tellement philosophique, que même si le livre se lit vite, vous avez des réflexions qui durent longtemps et qui poussent à réflexion. Donc voilà, je continuerai malgré tout à suivre et à lire les romans d'Eric Emmanuel Schmitt, vous savez maintenant. Je pense que c'est un des auteurs dont j'aime le plus et dont j'ai lu le plus de livres aussi, je crois. Ce qui est assez rare parce que souvent j'aime bien mais je lis pas forcément tout. Mais là, je commence à avoir pas mal de livres lus de cet auteur. Et là, pour parler du sujet, en fait, je pense que je mettais tellement la barre haute parce que Sabrina, donc Colmy Sab, aime beaucoup aussi Eric Emmanuel Schmitt. On partage notre passion d'Eric Emmanuel Schmitt et de Yasmina Khadra. Et je l'avais vu, je savais qu'elle l'avait lu, et dans un des derniers points lecture qu'elle avait fait quand elle faisait encore sa chaîne YouTube, elle en avait parlé, elle avait beaucoup aimé, donc je m'étais encore mis la barre encore plus haute suite à son avis. Déjà que le résumé me tentait, que j'étais très curieuse de découvrir ce sujet. Donc je pense qu'en fait, j'avais mis tellement d'attentes que j'ai été déçue. Mais l'histoire en elle-même, ce qu'il raconte, ça reste très intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Félix, j'ai trouvé ça, l'amour qu'il porte à sa maman, tout ce qu'il a voulu faire pour la sauver, pour essayer de comprendre aussi ses origines. J'ai bien aimé, comme d'habitude, le côté spirituel et philosophique de ce conte, parce qu'au final, le cycle de l'invisible, c'est pas forcément des romans, c'est plus des contes philosophiques, je pense, et spirituel, et vraiment c'est hyper intéressant, d'autant plus que Eric Emmanuel Schmitt s'intéresse à toutes les religions possibles et inimaginables, à toutes les spiritualités, et ça c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de découvrir des origines, des religions, des pensées qui sont pas forcément les nôtres et qui sont pas forcément connues de notre éducation quand c'est pas le cas. Et ça permet une ouverture d'esprit, et ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et j'aime énormément m'ouvrir aux autres et apprendre davantage. Je pense que c'est comme ça qu'on évolue dans la société et qu'on évite beaucoup de catastrophes mondiales.
Mais bon, tout le monde n'est pas comme ça malheureusement. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que j'aime autant Eric Emmanuel Schmitt, c'est que dans ses livres, il n'y a aucun jugement. C'est vraiment euh, écrit avec des jolis mots, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on y croit ou pas. C'est tellement bien raconté que on ne sait absolument pas les pensées de l'auteur derrière. Lui, il décrit, il a toujours des beaux mots. Je pense que c'est aussi cet amour de l'autre et cet amour de l'être humain qui fait qu'il écrit aussi bien. Et vraiment, j'aime beaucoup cet auteur. Donc vraiment, ce point lecture, c'est du love, love, love du début à la fin. Vous allez ressortir, vous allez comprendre du coup pourquoi je lis autant en ce moment, je pense. Mais au mois d'avril, je passe d'excellents moments de lecture. J'ai très hâte quand c'est le moment de me mettre à lire parce que vraiment je fais des bonnes découvertes et parce que aussi je pense que je me mets à lire des romans d'auteurs que j'aime et je sais très bien que je vais aimer. Et Félix et la source invisible, ça l'a fait. Même si ça reste pas un coup de cœur comme l'a été le précédent, donc Madame Pilinska, le secret de Chopin, c'est quand même un livre à lire et vraiment si vous connaissez pas l'animisme, c'est ça, la puissance des croyances et des rites issus d'une pensée spirituelle profondément poétique. Il nous offre ainsi un véritable chant d'amour d'un fils pour sa mère, c'est exactement ça. Je vous recommande quand même de lire celui-ci et de lire tout le cycle de l'invisible et tout la bibliographie d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a donné l'envie de lire au moins l'un de ces livres. Vous avez vu que c'est quand même assez large, mais toujours avec de très très bonnes lectures. J'ai eu voilà, que des bonnes lectures dans ce point lecture, donc forcément il y aura au moins un livre qui vous plaît. Et puis si je vous ai pas donné envie de lire l'un de ces livres, j'espère qu'avec toute cette positivité, je vous ai reboosté pour les heures à venir, les jours à venir, pourquoi pas, j'ai de l'espoir. Et j'espère que le point lecture sera tout aussi enchanté et positif. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao!